Monsieur Pinet, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est un grand honneur. Bon, c'est une joie aussi pour moi de pouvoir exprimer quand même certaines choses sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai connu. Voilà. Donc, vous avez un parcours atypique, riche, pilote de chasse, ingénieur, pilote d'essai, pilote sur Concorde, fondateur d'Aéroformation devenu Airbus Training, instructeur, président de l'Académie de l'air et de l'espace. Voilà, pas mal de casquettes liées au vol, quoi, au ciel. Monsieur Pinet, ma première question, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour l'aviation, pour piloter? Ah, c'est pas venu de suite, hein. D'abord, il faut dire que ma carrière a commencé par un crash. Elle a commencé par un crash. C'était dans le début des années 30. Hein, oui, c'est il y a quelque temps. À cette époque-là, l'aviation commençait à intéresser les foules et les gens étaient très intéressés par exemple, les prouesses de Mermoz, de Guillaumet, etc. Et il y avait aussi des constructeurs qui faisaient de beaux avions, qui commençaient à faire de beaux avions. En particulier, il y avait un constructeur français qui s'appelait Cousinet. Cousinet et qui avait fabriqué un trimoteur de transport euh, capable de transporter une dizaine de passagers, enfin 10, 20, je ne sais pas au juste, mais avec une ligne extrêmement euh, fine et une sorte de peinture en quelque sorte dans le ciel. Donc, à l'époque, mes parents m'avaient offert, justement, je pense que c'était pour Noël, l'anniversaire, une petite maquette de cet avion, hein, en ferraille. Hein, c'était un ferraille. Et il y avait un petit moteur, hein, mécanique qu'on remontait avec un ressort, avec une clé, hein, et on mettait donc l'avion par terre et puis il roulait avec les hélices qui tournaient. Bon. Alors j'étais pas vieux à l'époque, hein. Donc, j'ai reçu cet avion, hein. Ah, j'étais heureux, je le faisais marcher. Et puis, quand même, il y a quelque chose qui m'intriguait. Il roulait, les hélices tournaient, mais c'était un avion, donc il devait voler, hein. On habitait au premier étage, alors j'ouvre la fenêtre et puis, chloup, j'envoie l'avion. Alors, le fracas métallique de la chute, évidemment, fait arriver ma mère à toute vitesse et qui me dit, mais pourquoi tu fais ça? Tout ce que j'ai pu dire, c'était, mais un avion, ça vole. Voilà. Donc, c'était le premier crash. Après, je n'en ai pas eu, hein. Même dans ma carrière, j'ai eu des tas d'incidents, des problèmes parfois majeurs, mais j'ai toujours amené l'avion. Voilà. Donc, mais j'ai quand même débuté par un crash. Voilà. Wow. Alors ensuite, c'est venu petit à petit. J'ai fait mes études à l'École nationale professionnelle de Tarbes. On appelle ça aujourd'hui un collège technique. Et c'était pendant la guerre, pendant la période de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait des avions. Alors j'étais fasciné par les avions, hein. J'étais fasciné par les avions. Et, euh, mais c'est tout, hein. Et à l'époque, euh, j'étais fier de mon premier diplôme d'ailleurs, parce que le premier diplôme que j'ai reçu, c'était le certificat euh, d'études primaires. Certificat d'études primaires. Et le suivant, ensuite, c'était 10 ans après, hein, et qui étaient mes certificats, mes brevets d'ingénieur. Mais entre-temps, il n'y avait rien parce que je n'ai pas eu mon bac. Voilà. Donc, je suis passé directement donc, vers les arts et métiers d'Angers.
Et c'est là où j'ai commencé à être ambitieux. J'ai commencé à être ambitieux parce que quand je suis rentré, je me suis dit, mais au fond, il faudrait que tu te fixes un objectif et tu devrais sortir major des arts et métiers. Pof. Donc, je me suis fixé ça. Et effectivement, je suis sorti major des arts et métiers d'Angers. Mais entre-temps, mais entre-temps, je continuais donc à écouter, à regarder un petit peu ce qui volait autour de moi. Et autre ambition, je me suis dit, au fait, tu pourrais devenir pilote. Donc, pourquoi pas? Alors, à la sortie des arts et métiers, j'ai postulé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filières hein, pour devenir pilote, hein. Il n'y avait que la filière militaire. Donc, j'ai postulé pour rentrer à l'école de l'air. L'école de l'air, qui formait donc à l'époque les pilotes. Et échec. Échec, l'école de l'air m'a dit non, hein, vous repassez un concours et puis on verra si vous êtes capable. Bon, dès convenu. Mais entre-temps, j'avais aussi postulé pour Super-Héros. Et Super-Héros, c'était un pis-aller pour moi. C'était la construction des avions. Mais moi, ce que je voulais, c'était plutôt m'en servir, hein. Bon. Et, mais je me suis dit, j'avais à peine 20 ans, hein. Je me suis dit que ça valait quand même la peine de rester 3 ans de plus à conforter un petit peu mes connaissances en matière aéronautique. Et puis, super-héros, c'était quand même plus proche d'être pilote que les arts et métiers. Bon, donc j'ai suivi cette filière. Mais à super-héros, mes ambitions ont encore changé. D'abord, première ambition, sortir major de super-héros. Bon, ok, je l'ai fait. Mais ce n'est plus pilote que je voulais devenir, c'était pilote d'essai. Autrement dit, j'avais franchi déjà une étape supérieure. Mais ce n'est pas facile. Alors, nous étions plusieurs d'ailleurs à sortir du super-héros, à voir, à être motivés un petit peu vers cette orientation. Et nous étions allés voir le patron du centre d'essai en vol, à l'époque, l'ingénieur général Louis Bonte, un personnage extraordinaire, hein, un formidable. Ouais, vraiment. Et il nous avait accueillis très civilement. Nous étions 5. Mais sagement, il nous avait dit auparavant, allez voir un peu le centre médical hein, pour voir si vous êtes aptitude à voler, à devenir pilote. Patatras, il y en a trois d'entre nous qui n'ont pas pu postuler pour être pilote, mais en revanche, ils sont devenus ingénieurs navigants d'essai. Alors, dans l'eau, il y en a deux qui sont tués en service commandé en essai en vol à l'époque, hein, parce que il y avait beaucoup de prototypes, mais il y avait aussi beaucoup d'accidents, hein. Mais c'était le risque, hein. Bon. Et euh, nous nous sommes retrouvés à pouvoir candider à la profession de pilote, Robert Réau et moi-même. Alors a commencé aussi alors une tournée assez difficile. Donc, la seule filière qui existait, c'était la filière militaire. Et à l'époque, c'était le début de la guerre froide. Le début de la guerre froide, et l'état-major français avait décidé de former des pilotes de réserve. Pilotes de réserve, alors pour ça, il fallait signer un contrat de 4 ans pour rester dans l'armée de l'air. Et dans ce contrat, il était inclus aussi la formation en tant que pilote dans les écoles de pilotage de l'armée de l'air de l'époque. C'était au Maroc, c'était à Meknès et Marrakech. Bon, donc on s'est engagé pendant 4 ans et on s'est retrouvé après un petit stage euh,
de euh, comment dirais-je, d'essai en quelque sorte sur un biplan SV4. On s'est retrouvé à Olna, à Clermont-Ferrand, en attente d'un départ vers le Maroc. Mais il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et alors on a commencé à attendre des semaines, des mois. On commençait à désespérer. Puis est arrivée une chance extraordinaire. Une circulaire est arrivée en demandant 250 volontaires pour partir aux États-Unis en école de pilotage. Parce qu'il y avait des accords aussi, donc toujours pour la guerre froide, hein, des, des accords entre les différents gouvernements et le gouvernement américain pour former des pilotes chez eux. Bon, évidemment, nous avons accepté, Robert et moi, mais petit problème, il fallait parler l'anglais. Je ne parlais pas un mot d'anglais. J'avais jamais fait d'anglais de ma vie. J'avais fait un peu d'espagnol, mais pas d'anglais. Et les épreuves commençaient 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard. Alors, dans tous les, les postulants pour devenir pilote, il y avait aussi pas mal de sous-officiers, etc. Et en particulier, il y avait un caporal-chef qui avait fait un peu qui avait un peu sévi en tant que professeur d'anglais dans une école, etc. Alors, j'étais aspirant et je l'ai aspiré vers moi. Et pendant 2 semaines, alors ça a été un travail intensif hein, pour essayer de baragouiner un petit peu quelques mots d'anglais. Est arrivé le premier examen, c'était un, un examen avec choix multiples, questions à choix multiples. Bon, ça, on arrivait à bien se débrouiller. Mais l'oral, or l'oral, alors là, c'était... Mon épreuve d'oral, en définitive, elle a duré, je crois, 2 ou 3 minutes. Je sais pas. Visiblement, d'ailleurs, les, les checkers ont décelé ma déroute personnelle. Et, mais comme il n'y avait pas suffisamment de candidats pour partir, pour remplir les 250, ben, ils m'ont mis quand même dans l'eau. Ils m'ont mis dans l'eau et je me suis retrouvé sous-lieutenant le plus âgé à l'époque, le plus âgé, j'avais 23 ans, hein, euh, à la tête d'un contingent de 123 euh, galopins sur le Queen Elizabeth, le paquebot qui reliait donc Cherbourg à New York. Et là a commencé l'aventure américaine. Voilà. Avec, bon, j'étais époustouflé. Enfin, on venait d'une France qui était quasiment détruite, hein, où les gens essayaient de combler les décombres, etc. Et là, on arrivait dans un pays neuf, hein, qui me paraissait luxueux hein, vis-à-vis de ce qu'on avait. Et surtout, alors, ils avaient des méthodes de formation extraordinaires. J'arrivais, moi, avec mon bagage super-héros, hein, j'étais très fier, hein, avec mes connaissances, etc. Et je me retrouvais avec des gens, par exemple, dans l'équipe où j'étais, il y avait 2 Américains avec moi. Il y en avait un qui avait fait qui avait été, qui avait fait des études d'expert comptable, et l'autre euh, qui avait été apprenti boucher. Bon. Et tout ça, c'était ensemble, et puis ça marchait. Et je n'avais pas besoin de mes connaissances de super-héros. Évidemment, hein, ça me faisait quand même avancer plus vite que les autres. Hein. Mais, mais sinon, j'en avais pas besoin. Hein. Donc, en 1954, je me suis retrouvé avec le brevet de pilote de chasse, avec des armes, des ailes américaines et françaises. Voilà. Alors donc, j'ai toujours sur mon cursus de pilote d'essai. Bon, c'était le premier pas. Hein.
Bon, j'étais pilote déjà, pilote militaire. Et je me suis retrouvé en escadre, une escadre, alors c'était un peu compliqué, mais enfin, en 1956, début 56, j'étais à la deuxième escadre de chasse, lieutenant pilote, et volant sur Ouragan. Ouragan, c'était une espèce de gros avion, hein, un peu poussif, hein, mais c'était un avion un peu moderne. Et surtout, on recevait vers le mois de mai, par là, oui, avril-mai, alors les super avions de chasse de l'époque, qui étaient les Mystère 4A. Mystère 4A. Donc ils arrivaient et on se formait sur les Mystère 4A. Et à l'époque, il y a un Égyptien de renom qui s'appelait Nasser et qui avait décidé de nationaliser le canal de Suez et qu'il avait neutralisé. Autrement dit, il y avait- euh, les Anglais et les Français étaient frustrés parce qu'ils ne pouvaient plus passer, sauf en payant des sommes extraordinaires. Alors, évidemment, l'orgueil national était très fort. Et à ce moment-là, on se préparait à intervenir sur le canal de Suez. Mais à côté, il y avait quand même Israël. Israël, qui venait tout juste donc de fonder leur nation et qui craignait d'être euh, pris à partie par les Égyptiens, d'accord, par aussi les Jordaniens, par les Russes et les Américains, parce que les Américains aussi n'étaient pas d'accord, hein, avec les Français et les Anglais. Et donc, les gouvernements français et israéliens avaient conclu un accord comme quoi les Français mettaient à la disposition d'Israël un escadron, d'avions de chasse, de Mystère 4A, les, les plus récents, pour, euh, à titre de défense d'Israël contre toute attaque. Donc, je me retrouvais donc à Dijon, à deuxième escadre de chasse, avec ces avions qu'on venait recevoir, et j'étais convoqué par le commandant d'escadre, le lieutenant-colonel Souvia. Alors, regarde à vous, il me dit, Pinet, vous êtes ingénieur de super-héros. Oui, mon colonel. Bon, on a un problème parce que on a reçu les avions, il y a des équipements, hein, viseurs, radars, canons, etc. Mais on ne sait pas, tout ça n'est pas réglé. Et faudrait que tout ça fonctionne de façon correcte. Et je n'ai plus d'officier d'armement de l'escadre. Est-ce que vous voulez prendre en charge ce problème de mise au point de l'armement du mystère 4A? On dit oui, oui, pourquoi pas, mais enfin, vous savez, hein, j'ai pas beaucoup d'expérience. Il dit, toi, toi, je vous donne 2 mois. Allez, voilà. Bon, alors, ben, en 2 mois, j'ai fait, en fait, c'était plutôt en 3 mois d'ailleurs, hein. En 3 mois, donc, j'ai réussi à faire cette harmonisation, cette intégration des armements avec des campagnes de tir à Caso, etc. Voilà, et comme ça, entre-temps, alors, on avait un entraînement extrêmement sérieux pour les problèmes d'attaque au sol, et je me suis retrouvé aussi avec un brevet de sous-chef de patrouille, et c'est comme ça que je me suis retrouvé en octobre à Rabat David en Israël, euh, avec un escadron dans la deuxième escadre de chasse. Voilà. Alors, là aussi, hein, il y a des tas d'aventures. Euh,
je pourrais y passer des heures. En particulier, on a failli descendre aussi le secrétaire général de l'ONU. Bon, ben, enfin, mais ça, c'est autre chose. Bon, enfin, bref, euh, Riche. on, euh, mon contrat arrive à terme. Il a été un peu prolongé à cause de Suez, en fin de 1956, et j'entre enfin, hein, au centre d'essai en vol. Ah, centre d'essai en vol, là, je vais pouvoir faire le stage de pilote d'essai, et puis, j'arrive, euh, petit ingénieur civil, pilote de chasse un peu, avec un peu, toute petite expérience. J'arrive au sein des essais en vol de France, au milieu d'archanges. Moi, tout petit, avec des archanges partout. Et on me dit, mais cher monsieur, oui, d'accord, on vous a dit on vous prenait comme, peut-être comme pilote d'essai plus tard, mais enfin, mais pour l'instant, on vous embauche comme ingénieur. Alors là, autre échec, ingénieur. Mais on rajoute quand même, puisque vous êtes pilote, vous pourrez piloter aussi euh, sur des avions dits de servitude. Ça veut dire c'était des avions, hein, sur lesquels on mettait des équipements, on faisait des essais partiels d'équipements, de moteurs, etc. Et donc je pouvais encore piloter, mais pas du tout pour des essais en vol, mais des petits essais en vol de énième degré. Et, et là, il fallait que je choisisse aussi mon affectation. Alors là aussi, aux essais en vol, il y a des hiérarchies, hein. Les archanges, hein, ils sont tout à fait hauts, hein, et ils, ils sont affectés aux essais avions, autrement dit le véhicule lui-même, hein. Le véhicule. Euh, Ensuite, deuxième échelon, ce sont les moteurs. Il faut quand même des moteurs, donc là aussi, hein, c'est quelque chose d'assez valable. Puis, comme l'électronique était en train de, de, de fleurir partout, il y avait les équipements, hein, équipements. Et tout à fait en dernier, il y avait les essais d'armement, hein. Les essais d'armement, de missiles, on appelait ça les engins spéciaux à l'époque, et de canons, etc., de bombes, etc. Et j'ai choisi les derniers. Pourquoi? Parce que je me disais que je n'avais pas accès au top, mais avec des essais d'armement, je m'étais mis dans un circuit d'essais de systèmes d'armes, dont l'élément essentiel était l'avion. Donc, en définitive, je faisais mes essais d'armement sur des avions de dernier cri. Donc, je pouvais acquérir de l'expérience sur des avions vraiment tout à fait au top. Mais je n'avais pas donc des galons, mais c'était comme ça. En fait, j'ai quand même réussi à avoir mon brevet et ma licence de pilote d'essai en 1958, au bout d'une certaine bagarre, hein. Bon, mais enfin, bref, là aussi, bon. Et, euh, mais j'étais toujours embauché comme ingénieur. Est arrivé encore une fois une occasion. Donc, on était en guerre froide. L'Allemagne était divisée en deux. Et la partie occidentale, la République fédérale d'Allemagne, était en train de se réarmer, poussée très fort par les Américains. Et en particulier, ils s'armaient de deux types d'avions. Un avion d'attaque au sol qui était un, un lauréat d'un concours NATO, qui était le Fiat G91. Et surtout, alors, un avion, alors,
supersonique Mach 2, qui était le F-104. Le F-104, le Starfighter. Starfighter. Donc, comme il devait donc mettre au point des missiles qui, de toute façon, étaient des missiles français. Ils sont venus automatiquement au centre d'essai en vol pour que l'essai en vol puisse adapter les missiles français à leurs avions. Or, j'étais responsable des essais de missiles air-air et air-sol. Donc, ben, c'est moi qui fut responsable de la mise au point des essais sur G91. Or, ça marchait tellement bien que le patron, justement, du service des essais armements allemands, Heinrich Grube, entre parenthèses, il était ancien pilote d'essai de Messerschmitt 262. Hein. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Il suivait donc très attentivement les essais. Et un jour, il me prend à partie, il me dit, Herr Pinet, est-ce que vous pourriez m'indiquer quand même vos idées sur la mise au point des missiles AS-30 ou AS-20 sur le F-104? Je dis oui, que cela le tienne. Hein. Et donc, je lui explique un petit peu mes idées sur le programme. Et à la fin de l'explication, il me dit, mais et si vous veniez avec nous, si vous veniez en Allemagne pour le faire, est-ce que ça vous intéresserait? Ah, je ne parlais pas un mot d'allemand, évidemment. Et à l'époque, hein, c'était donc en 1961, l'Allemagne n'avait pas tellement la faveur hein, des Français. Hein. Et donc, les gens autour de moi n'étaient pas tellement fanats de se retrouver en Allemagne. Or, je me suis dit que là, c'était une occasion formidable. Hein. Personne ne voulait le faire. C'était un job très motivant. Eh bien, j'allais. Ah, je ne parlais pas un mot d'allemand. Ah, ça, c'était un problème. Alors, on a parlé avec mon épouse. On avait déjà 4 enfants. Hein, on voyageait pas mal hein, de garnison en garnison, disons. Et on se dit qu'au fond, hein, là-bas, ce ne serait pas plus mal qu'ici. Hein. Alors, pourquoi pas? Et voilà, on est parti, on s'est retrouvé en 1962 en Allemagne, à Ingolstadt, à Manching, à côté de Manching, le terrain. Et là a commencé aussi une saga formidable, formidable. Les essais de F-104, c'est formidable. Hein. Les missiles avec les campagnes de tir à Caso, à Colombéchard d'abord avec le G91, c'était formidable. Hein. Bon. Et les essais F-104 allant se terminer, j'étais allé voir mon patron, Grobe, en lui demandant qu'est-ce qu'il voulait faire de moi maintenant. Bon, mon contrat s'est terminé. Il m'a dit, mais Pinet, kein problème. Hein, votre carrière, elle est toute faite ici. Hein, vous restez ici et puis vous. Bon, un peu surpris, mais au fond, c'était pas si mal que ça. Hein. Euh, J'étais un peu rasséréné. Une semaine après arrive une lettre venant d'un ami de super-héros, Henri Perrier, qui avait suivi aussi un peu notre trace et il était passé ingénieur navigant d'essai à Sud Aviation. Il s'était occupé en particulier de problèmes de vautours, de caravelles, etc. Et, et il m'a indiqué qu'il travaillait avec André Turca, hein, André Turca, hein, le héros, hein, et sur un programme civil qui s'appelait Concorde. Concorde, un problème. J'en avais vaguement entendu parler.
Mais ça me semblait tellement farfelu que je ne m'étais même pas arrêté sur l'idée, hein. Hein. Moi, j'étais avec une combinaison anti-G, le masque à oxygène, le casque, le siège éjectable, hein. Euh, En supersonique Mach 2, hein, au bout de quelques minutes, il y avait des lampes rouges qui s'allumaient, il fallait vite revenir sur Terre parce que le kérosène avait commencé à se faire rare. Et là, il voulait se déplacer à Mach 2 pendant presque 3 heures d'affilée, avec 100 passagers à bord, en habit de tous les jours. Alors là, j'étais quand même un peu surpris. Et Henri me disait, mais André Turca, il est prêt à te recevoir pour te donner des informations. Alors j'ai réussi à aller à Toulouse avec un de mes G91 parce que j'avais deux F-104, trois G91 dans mon équipe d'essai. C'est formidable. Donc c'était le rêve. Bon, donc j'arrive à Toulouse. euh, André me reçoit donc très, très gentiment, très bien, et je lui pose un certain nombre de questions. Alors, il y répond. Il y répond. Et puis, bon, il avait l'air très il avait l'air de savoir vraiment ce qu'il disait et d'être sûr de son coup. Mais ça me semblait tellement farfelu que, en définitive, j'ai dit oui, oui, d'accord. Alors, au moins, là, il y a quelque chose à faire, hein. Et en plus, hein, il m'embauchait comme euh, travaillant sur ce qu'on appelait les qualités de vol de l'avion. Autrement dit, l'adaptation de l'avion aux pilotes, aux équipages. Pour un ingénieur pilote d'essai, là encore, c'était le rêve. Donc, euh, mon ambition de pilote d'essai, elle était surpassée, hein. Donc, j'allais encore au-dessus. Et donc, j'ai quitté donc, les Allemands, la HTLE, en octobre 1965. Et depuis octobre 1965 jusqu'en avril 1985, j'ai travaillé euh, sur, sans interruption sur les essais Concorde. Voilà. Alors, c'était une aventure extraordinaire. Bon, là aussi, alors, c'est pas des heures, mais des journées que je pourrais en parler, hein. Mais, mais c'est pas fini, pas fini. Parce que donc, j'aurais eu mon ambition qui est arrivée, pouf, hein, au sommet. Et là, ben, qu'est-ce que je pouvais faire? Que descendre. Alors évidemment, Airbus était là. Airbus avec son projet de A300, hein, euh, et qui se mettait en place. Et là encore, une occasion est survenue. Au cours d'un vol d'essai Concorde en janvier 1971, on a eu un très grave accident. Incident. Très grave incident. On volait un Mach 2 à 2000 km à l'heure et plus, à 15 km de hauteur, d'altitude. On revenait, on était en Irlande, on revenait donc en France. Euh, Quand en coupant un moteur, une réchauffe plutôt d'un moteur, il y a eu un truc absolument extraordinaire où on a été secoué comme jamais je n'ai été secoué de ma vie. Pendant 12 secondes, et, on ne voyait plus rien parce que on était tellement secoué que les globes oculaires, on n'arrivait plus à suivre, hein. Et on voyait le tableau de bord dans un halo, hein. Euh, on arrivait quand même à voir qu'il y avait deux moteurs, hein, qui s'éteignaient. Alors là aussi, bon, j'abrège. En fait, on avait perdu des rampes d'entrée d'air
à 2000 km à l'heure, à 600 mètres par seconde, et l'avion avait résisté. Il avait résisté. Mais nous étions un équipage complet, donc on était deux pilotes, il y avait un mécanicien d'essai, Michel Rétif, là aussi vraiment un champion, des ingénieurs navigants d'essai aussi hors classe, hein. Aucun d'entre nous n'avait compris ce qui nous arrivait. Rien. Autrement dit, se disant, mais cet avion-là, on va le mettre entre les mains de pilotes qui n'ont reçu aucune formation de supersonique ni quoi que ce soit. On va les mettre, ils ont une expérience de Caravelle, ils ont une expérience de Boeing 707, mais comment vont-ils se débrouiller? Et alors là, donc, je me suis dit qu'il fallait au moins travailler la formation des gens. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, notamment parce que vous êtes le premier pilote à avoir franchi le mur du son le 1er octobre 69. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience? Oui, certainement. En fait, euh, j'étais responsable des qualités de vol de l'avion et entre autres, il y avait le réglage des commandes de vol pour que on passe le mur du son sans aucun problème. Mais surtout, le problème, c'était pas tellement les commandes de vol, mais c'était la position du centre de poussée aérodynamique. Le centre de poussée aérodynamique se positionne à peu près au quart de la corde de l'aile, hein. Bon. Mais quand on passe en supersonique, il se déplace vers l'arrière, vers 50%. Euh, L'équilibre de l'avion en vol, c'est l'équilibre entre la force aérodynamique vers le haut et le poids vers le bas. Si ça se déplace vers l'arrière, le poids a tendance à faire piquer l'avion. Bon, faire piquer l'avion, ça veut dire qu'il faut tirer sur le manche, qu'il faut donc cabrer. Donc ça introduit des braquages de gouverne qui introduisent une traînée importante. Et ça veut dire que c'est une consommation de kérosène supplémentaire. Et comme les réservoirs de l'avion ont une capacité limitée, calculer au mieux pour une distance donnée, en fait c'était entre Paris ou Londres et New York, tout dépassement de la consommation pouvait signifier qu'on ne pouvait pas traverser l'Atlantique. Donc, tout était disposé en fonction d'une position, la meilleure position du centre aérodynamique. Mais ça, les essais aérodynamiques, les essais en soufflerie, ne nous avaient donné qu'une approximation. Mais ce n'était plus une approximation dont nous avions besoin, c'était vraiment la position réelle pour ensuite bien déterminer les performances de l'avion. Et là, la seule chose qui pouvait nous donner une indication rapide, c'était le déplacement des commandes de vol nécessaires pour équilibrer l'avion, pour éviter que le nez ne retombe. Et donc, il y avait une relation directe entre le déplacement du manche, hein, et la position de la résistance, de la résultante aérodynamique. Donc, c'était ça l'essai. C'était ça l'essai. Et il n'y avait pas de crainte à avoir sur le plan sécurité, mais il y avait toutes les craintes à avoir sur le plan fiabilité du programme. Alors, c'est ça. Alors, comme j'étais responsable des qualités de vol, eh bien,
j'ai eu le privilège, ou plutôt André Turca m'a accordé ce privilège de conduire l'avion pour cet essai, ce premier passage du mur du son. Voilà. Et quand on est rentré euh, de vol, j'ai été surpris de voir des des tas de reporters qui ont bondi sur nous pour demander nos impressions. Mais surtout, on est allé voir Lucien Sarventi et le bureau d'études pour leur dire ce qu'on avait vu et euh, qui était très favorable, en définitive. Voilà. Donc, c'était une grande satisfaction pour moi de voir que les centaines et les centaines d'heures de simulateur que j'avais passées pour euh, arriver à bien euh, mettre au point les commandes de vol avaient servi à quelque chose. Voilà. Donc en 2003 qu'a eu le dernier vol commercial du Concorde. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, est-ce que ce serait faisable enfin, d'en faire un, quoi, réactualiser le Concorde? De faire un autre Concorde? Oui. Parce que c'était réputé, parce qu'en fait, le bruit, c'était un problème de bruit, quoi, c'est ça. C'était trop bruyant, le Concorde. En fait, hein, quand on a développé Concorde, Oui, hein, on n'avait pas tous ces problèmes d'environnement. On en avait quand même, hein. mais ça, La destruction de la couche d'ozone en c'est ça. particulier, des choses comme ça, et Oui. le bruit. Parce que c'est vrai que l'avion faisait du bruit. Hein, c'était pas, c'est pas, il avait des réacteurs euh, qui n'avaient pas qui n'avaient pas de soufflante, hein, pour atténuer le bruit au décollage. Bon, ensuite, il y avait aussi les problèmes de pollution de l'air avec des oxydes d'azote dans des moteurs, mais ça, alors ça, maintenant on commence à savoir faire. Mais en définitive, aujourd'hui, les, les règles à suivre pour euh, être, pour se conformer aux instructions d'environnement, bruit, pollution, euh, etc., elles sont très strictes, hein, déjà pour les avions subsoniques et pour les avions supersoniques qui ont besoin d'avoir une vitesse d'éjection très importante en l'air, en altitude, pour avoir la performance correcte. Ça pose un problème. Il faudrait avoir des moteurs qui soient un peu des moteurs à géométrie variable, avec une grande soufflante au décollage, et puis pratiquement pas de soufflante en croisière supersonique. Bon, ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. Alors, parce que les avions supersoniques actuels sont tous militaires et ils se moquent éperdument du bruit au décollage. Pour finir cet entretien, Monsieur Pinet, est-ce que vous avez un message pour les jeunes qui veulent se lancer en tant que pilote? Parce que vous avez un parcours assez atypique. Est-ce que ce serait aujourd'hui faisable de faire ce que vous avez fait aujourd'hui? Compliqué. Non, il y a des pilotes d'essai, hein. Aujourd'hui, il y a toujours d'essais. Mais la technologie évolue dans le subsonique. Autrement dit, c'est pas, c'est un domaine qui est maintenant euh, hyper exploré, hein. Donc, il n'y a pas de découverte à faire, hein, dans ce domaine-là. Il n'y en a plus. C'est terminé. En revanche, alors, il y a des nouvelles solutions qui voient le jour sur les configurations aérodynamiques, etc., sur les carburants avec l'hydrogène. L'hydrogène, alors, mais l'hydrogène, c'est pas demain la veille, hein, qu'on aura des avions qui marchent à l'hydrogène. Euh, donc,
Je pense qu'il y a encore la place pour être motivé dans cette aéronautique qui évolue dans un domaine qui est un peu restreint maintenant, mais qui évolue de façon technologique, hein. Donc, c'est plutôt donc l'exploration technologique qui devient motivante, hein, plutôt que l'exploration du domaine de vol, hein. Oh, c'est différent. Attendez, juste un instant, il y a quelqu'un qui sonne. Je reviens, je reviens. Oui, désolé. Oui. Oui, donc on en revenait à la technologie. Vous parliez de la Alors, je, technologie. je disais que la motivation pour être pilote d'essai, oui, elle existe, mais euh, elle je suis désolé, mais elle n'est pas du même niveau que ce qu'elle était avant. Mais c'est pas uniquement ça qui est intéressant. Par exemple, quand je suis parti à la retraite en 1994, hein, j'avais laissé derrière moi euh, quelque chose qui n'était pas de la technique avion, c'était de la technique pédagogique, puisque j'avais fondé et mis en place, j'avais fondé ce qui est aujourd'hui Airbus Training, avec des programmes de formation qui étaient vraiment innovants et qui continuent d'être innovants. Donc, ce n'est pas uniquement le véhicule, hein, euh, qu'il faut considérer, mais c'est un petit peu son utilisation aussi, hein, ce qu'il faut faire aussi pour l'utilisation. Et autre chose, je me suis demandé longtemps pourquoi les pilotes qui étaient intelligents, bien entraînés, qui avaient subi toutes les, les sélections possibles et imaginables, se trouvaient dans des situations tellement inattendues, inédites, qu'ils arrivaient à avoir des accidents. Mhm. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait des recherches, seul, personnelles, et j'ai fait une thèse de doctorat que j'ai réussi en 2011 à 82 ans. Voilà. Donc, pour vous dire que les motivations en aéronautique, elles peuvent se trouver n'importe où. Elles peuvent se trouver. Et, mais en tant que pilote d'essai, oui. Alors, il y a une chose, hein, euh, donc les pilotes d'essai, maintenant, il y en a beaucoup plus qu'il y en avait avant. En plus, ils sont je vais dire, plus ou moins standardisés, alors qu'avant, ce n'était pas le cas, hein. Euh, et il faut surtout ne jamais manquer de courage. On a des échecs, les échecs, il y en a toujours. Il y en a toujours. Alors, les échecs, il faut soit les digérer, difficile, soit passer autour et continuer. Donc, ne jamais se décourager. Alors ça, c'est, hein, quand on se fixe un but, quand on a une ambition, une petite ou grande ambition, hein, il ne faut jamais se décourager. Si on a des échecs, on en tire leçon, hein, on les contourne, on fait autre chose pour revenir ensuite, comme je l'ai fait à maintes occasions, pour revenir sur mon chemin de base, hein. Et puis, voilà, je crois que pour les jeunes, l'aéronautique n'est pas du tout ce que certains présentent de façon horrible, avec la pollution, etc. C'est complètement faux, c'est idiot, c'est stupide. L'homme, quels sont les impératifs de l'homme? C'est pour aller plus loin, plus haut et plus vite. Et ça, on n'arrêtera jamais ça. Alors, évidemment,
les astronautes ont pris le relais. Alors là, ils vont nettement plus haut et plus vite, hein. Mais l'aéronautique, elle est toujours là, hein. Et donc, je pense qu'il y a encore de quoi faire, hein. Et dans l'innovation en particulier, travailler en innovation, être toujours curieux et ne jamais se départir du courage. Alors, travailler, ça, ça si on ne travaille pas, hein, on n'arrive pas à grand-chose, hein. Mais alors, travailler, travailler, travailler. Bon, mais ça n'empêche pas d'avoir une vie de famille, hein. Euh, Avec mon épouse, on a éduqué quand même 5 enfants. Et je veux dire, c'est plutôt elle qui les a éduqués parce que moi, pendant ce temps, j'étais professionnellement un peu pris. Mais elle m'a toujours soutenu et comme je l'ai soutenu aussi, euh, un travail en couple aussi, c'est quelque chose qui est essentiel, à mon avis, hein. Je vous rejoins. En tout cas, monsieur Pinet, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. L'aventure continue.